Je m'appelle 13 Piquet. Et ce fut la nuit où tout a changé. Je m'étais habillé avec soin, pas pour impressionner. J'ai arrêté de m'habiller pour impressionner les gens il y a longtemps. Je m'étais habillé parce que ce dîner comptait pour mon fils, et tout ce qui compte pour Arlon compte pour moi. Je portais la robe bleu marine que je garde pour les occasions qui exigent de la dignité plutôt que de la performance. Des talons bas, des boucles d'oreilles simples, et avant de fermer le tiroir du haut de ma commode, j'ai écarté mes bijoux de valeur pour prendre la montre de Wendell. C'est une montre d'homme, large, lourde, au bracelet en cuir usé par des années passées à son poignet. Je ne la porte pas souvent. Je l'ai portée ce soir-là parce que je voulais qu'il soit là avec moi. Je ne pouvais pas savoir à quel point j'aurais besoin de lui. Le restaurant était à Buckhead, une salle privée, du genre sans prix sur la carte parce que les gens qui y mangent ne posent pas de questions. Sterling Smith l'avait choisi, ce qui m'a appris quelque chose avant même qu'il n'ouvre la bouche. Un homme qui choisit une pièce pour rappeler aux autres leur place est un homme qui a besoin qu'ils se sentent plus petits. Je l'ai noté. J'ai noté la façon dont il jouait la comédie pour le serveur, ce n'était pas de la grossièreté, c'était quelque chose de plus calculé. Une chaleur déployée comme un outil, éteinte dès que le serveur s'éloignait. J'ai noté la façon dont Celine Smith tenait son verre de vin sans boire, le regard balayant son mari comme on observe quelque chose en qui on a cessé d'avoir confiance depuis longtemps. Et j'ai noté Lassie, leur fille, la fiancée de mon fils, dont les mains sont restées croisées sur ses genoux durant tout le premier plat, figées de cette manière propre à ceux qui ont appris que l'immobilité est plus sûre que le mouvement. Arlon était assis à côté de moi. Il était à l'aise comme seuls le sont les gens à la conscience tranquille. Il parlait de l'entreprise, d'Atlanta, de quelque chose qui faisait sourire Lassie avec tout son visage. Je l'observais et ressentais cette fierté spécifique qu'une mère porte en silence pour ne pas embarrasser son enfant. Si vous regardez ceci tard le soir ou lors d'un dimanche matin calme, dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir où vous êtes et ce qui vous a amené ici. Le repas est arrivé. La conversation a suivi son cours. Sterling tenait la table comme le font toujours les hommes comme lui, non pas en disant les choses les plus intéressantes, mais en faisant comprendre que la conversation existe selon ses conditions. J'ai mangé. J'ai écouté. Je n'ai pas joué la comédie. Puis le plat principal a été débarrassé. Je me suis tourné vers Sterling Smith et j'ai tendu la main, correctement, comme ma mère me l'avait appris, comme j'ai salué chaque personne digne d'être saluée au cours de mes 61 ans. Il a regardé ma main, puis mon visage, puis ma robe. La pause a duré juste assez longtemps pour être intentionnelle. Gardez ça pour les gens sans éducation comme vous. Le verre de Celine a touché la table. Les mains de Lassie se sont décroisées. J'ai senti la montre de Wendell contre mon poignet. Fraîche, stable, présente. Et je n'ai pas bougé. Je n'ai pas retiré ma main. Je l'ai gardée là pendant une inspiration complète de plus avant de la baisser moi-même. Puis Arlon s'est levé. Sa chaise n'a pas grincé. Il s'est levé comme son père le faisait, sans hâte, avec une certitude totale, et sa main s'est refermée sur mon bras juste au-dessus du coude. Il a regardé Sterling Smith par-dessus cette table éclairée aux bougies et a dit quelque chose avec un ton que je n'avais jamais entendu chez mon fils auparavant. Pas de la colère, quelque chose de plus ancien que la colère. Quelque chose qui savait exactement ce qu'il disait. Arlon n'a pas élevé la voix. C'est ce qui est resté gravé en moi tout au long du trajet retour. Non pas les mots eux-mêmes, mais l'absence totale de chaleur derrière eux. Il a regardé Sterling Smith à travers cette table et a dit, « Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie, Monsieur Smith. » Puis il a pris mon manteau sur le dossier de ma chaise, l'a posé sur mes épaules et m'a fait sortir de cette pièce comme si nous avions simplement terminé notre repas. Personne ne nous a suivis. Le trajet de retour à travers Atlanta a été presque silencieux. Je regardais la ville à travers la vitre, Buckhead laissant place aux rues plus calmes que je connais depuis 30 ans. Et je n'ai pas demandé à Arlon de s'expliquer. Il n'y avait rien à expliquer. Ce qu'il a dit n'était pas une menace. C'était un fait énoncé à un homme qui n'avait pas encore les informations nécessaires pour le comprendre. Cette distinction était importante. Arlon conduisait comme Wendell. Les deux mains sans hâte, les yeux fixés vers l'avant. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il comprenait que je n'allais pas bien et que poser la question aurait rendu la chose plus petite qu'elle ne l'était. C'est son père en lui, cela a toujours été son père en lui. Nous sommes rentrés juste après 21 heures.
J'ai posé mon sac sur la console de l'entrée. Arlon est allé à la cuisine et je l'ai entendu remplir la bouilloire sans que je lui demande. Je me suis assise à la table, j'ai détaché la montre de Wendell et je l'ai posée devant moi. Je ne l'ai pas rangée. J'avais juste besoin qu'elle soit là où je pouvais la voir. Arlon s'est assis en face de moi. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Puis il a dit, « Te souviens-tu de l'instrument Hargrove ?» J'ai levé les yeux. Bien sûr que je m'en souvenais. Pas chaque détail, pas chaque amendement, mais je me souvenais de ce que c'était. Wendell avait passé des années à le traiter comme quelque chose d'assez important pour être examiné avec soin et d'assez ordinaire pour ne pas en parler de manière dramatique. Arlon a hoché la tête quand j'ai répondu. Puis il a commencé à étaler les pièces. Pas tout, juste assez. L'accord original de Hargrove Capital avait été rédigé 14 ans plus tôt, quand la Smith Company avait besoin d'une stabilité extérieure. Wendell l'avait structuré lui-même. Certaines protections y étaient intégrées. Certains droits avaient été préservés, des droits qui n'avaient jamais eu besoin d'être exercés jusqu'à maintenant. La bouilloire a commencé à siffler doucement dans la cuisine. Aucun de nous n'a bougé. Arlon a continué. Il a expliqué à quoi ressemblait la relation aujourd'hui. Pas une dépendance au sens dramatique. Rien d'aussi simple, quelque chose de plus subtil et donc de plus important. Une position de capital de longue date qui était devenue une partie de la fondation de l'entreprise au fil du temps. Il a expliqué que la plupart des gens au sein de l'organisation Smith savaient que Hargrove Capital existait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était qui se cachait derrière. Non pas parce que c'était caché, mais parce que cela n'avait jamais été assez important pour que quiconque pose la question. J'ai écouté sans interrompre. Il y a un genre de conversation qui n'a pas besoin de votre réaction au milieu. Elle a besoin de toute votre attention à la fin. C'était ce genre de conversation. Quand il a fini, j'ai dit, Sterling Smith ne sait rien de tout cela. Arlon s'est légèrement adossé. Non, a-t-il dit. Il connaît Hargrove Capital. Son conseil d'administration connaît Hargrove Capital. Leurs avocats connaissent certainement Hargrove Capital. Une légère pause, mais pour lui, c'est une institution, un nom sur des documents, une relation qui a toujours été là. Il a regardé la montre de Wendell. Il ne sait pas qui prend les décisions. La bouilloire s'était tue. Aucun de nous n'a bougé pour servir le thé. J'ai regardé la montre posée entre nous. Il y a 14 ans, Wendell s'était assis dans une pièce avec les gens de Sterling Smith et avait structuré un sauvetage dont ils étaient reconnaissants. Il n'avait jamais eu besoin qu'il sache que sa femme finirait par le gérer après son départ. Il ne construisait pas des choses qui nécessitaient un public. Moi non plus. Arlon a fouillé dans le dossier qu'il avait apporté de la voiture et a fait glisser un document unique sur la table vers moi. L'instrument original. Mon nom n'y figurait pas. Le trust de Wendell y était, mais chaque décision prise à son sujet depuis 6 ans avait été la mienne. Il a dit, la décision t'appartient, maman. Je ne soulèverai plus la question à moins que tu ne le fasses. Il a laissé le document sur la table et s'est levé pour servir le thé. Arlon est parti juste après 22 heures. J'ai entendu sa voiture quitter l'allée, puis il n'y a plus eu que la maison, ce calme particulier d'un foyer qui a abrité une seule personne pendant plusieurs années et a appris à s'apaiser autour d'elle. Je n'ai pas bougé le document de la table. J'ai enlevé ma belle robe, je l'ai suspendue avec soin et je suis redescendu en robe de chambre. J'ai bu le thé que Arlon avait préparé et je me suis rassise sur la même chaise. Puis j'ai attiré le document vers moi et j'ai commencé à le lire comme on lit quelque chose qu'on connaît déjà. Pas pour l'information, mais pour la confirmation de ce que l'on s'apprête à faire avec. Wendell avait rédigé l'instrument Hargrove 14 ans auparavant, quand la Smith Company était en difficulté réelle. Une restructuration avait échoué. 2 prêteurs institutionnels s'étaient retirés au cours du même trimestre. Les gens de Sterling Smith étaient venus voir Wendell discrètement, comme on ne vient vous voir que lorsqu'on a déjà épuisé les options qu'on préférait. Wendell avait structuré l'entrée comme un sauvetage. Un capital patient, un horizon lointain, des protections contractuelles assez généreuses pour rendre l'affaire attrayante et assez précises pour être certain qu'elle ne pourrait jamais être ignorée. Il n'essayait de piéger personne. Il essayait de construire quelque chose qui durerait. C'est ainsi que Wendell faisait tout. La clause de rupture de convention était en page 11. Je l'ai lue assez de fois pour pouvoir la trouver les yeux à moitié fermés.
Elle était écrite en langage clair car Wendell ne faisait pas confiance aux accords qui cachaient leur sens dans la complexité. Si l'entreprise dénaturait matériellement sa gouvernance, sa structure de capital ou son traitement des intérêts des investisseurs, sous quelque forme ou dans quelque cadre que ce soit. Le partenaire gérant de Hargrove Capital détenait le droit d'initier un retrait complet avec un préavis de 90 jours. Propre, légal, sans ambiguïté. Je suis passé à la page des amendements à la fin. Il y a 4 ans, la Smith Company avait tenté une restructuration discrète, un arrangement de refinancement qui aurait effectivement subordonné la position de Hargrove sans déclencher une exigence de consentement formel. Leur conseil avait été prudent. La plupart des gens qui l'auraient examiné seraient passés à côté de ce qu'ils faisaient. Moi, je ne l'avais pas manqué. J'étais assise à cette même table de cuisine avec l'instrument original et l'amendement proposé côte à côte, et j'avais trouvé la clause qu'ils essayaient de contourner. J'ai envoyé une seule lettre par l'intermédiaire d'un agent enregistré. La restructuration n'a pas eu lieu. Cette décision avait été la mienne, pas une directive de Wendell, pas l'avis d'un avocat. La mienne. J'ai posé le document et j'ai tenu monter à 2 mains. Le mot m'est revenu comme il revenait toute la soirée. Pas bruyamment, juste régulièrement. Comme l'eau qui trouve le même point bas peu importe combien de fois vous la redirigez. Sans éducation. Sterling Smith avait regardé ma robe, ma main tendue et mes 61 ans, et il avait cherché le mot qu'il croyait être le plus dévalorisant. Il ne pouvait pas savoir que la femme à qui il l'avait dit avait passé 14 ans à lire des documents comme celui sur sa table de cuisine, prenant des décisions qui maintenaient son entreprise solvable. Sans jamais avoir eu besoin que quiconque dans cette salle à manger de Buckhead ne connaisse son nom. J'ai pensé à Wendell, non pas avec tristesse, avec quelque chose de plus stable que la tristesse. De la gratitude peut-être, ou de la reconnaissance. Il m'avait appris en le faisant à mes côtés jusqu'à ce que je puisse le faire seul. Il n'avait jamais suggéré une seule fois que j'étais moins que capable dans toutes les pièces où il m'avait fait entrer. Je suis resté assise avec cela pendant un long moment. Puis mon téléphone a vibré sur la table. J'ai regardé l'écran. Le nom m'a complètement arrêté. Non pas parce que je m'attendais à de l'hostilité, mais parce que je ne m'attendais pas du tout à cela. Lassie Smith. Je l'ai laissé sonner une fois de plus. Puis j'ai répondu. Sa voix était prudente, contrôlée, la voix de quelqu'un qui avait répété la première phrase. Elle n'appelait pas pour s'excuser de la part de son père. Elle a demandé si elle pouvait venir. Elle est arrivée à 10 heures le lendemain matin dans une voiture qu'elle a garée 2 maisons plus loin, ce qui m'a appris quelque chose avant même qu'elle ne frappe. Une femme qui se gare 2 maisons plus loin est une femme qui n'est pas certaine de devoir être là et qui est venue quand même. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne frappe une seconde fois. Elle était vêtue simplement, sans bijoux, les cheveux tirés en arrière. Elle ressemblait à sa mère par le regard, mais en rien d'autre. Je me suis reculé pour la laisser entrer. Elle s'est assise sur le bord du canapé, comme les gens s'assoient quand ils ne prévoient pas de rester longtemps et qu'ils finissent par rester. J'ai apporté 2 tasses de café qu'elle n'avait pas demandé, et j'en ai posé une devant elle. Elle a enveloppé la tasse de ses 2 mains et a regardé la table un moment avant de lever les yeux vers moi. Elle a dit, « Je ne suis pas ici pour expliquer son comportement. » J'ai dit, « Je sais. » Ce que Lassie m'a raconté pendant les 40 minutes suivantes n'était ni une confession ni une défense. C'était un schéma raconté sur le ton plat et précis de quelqu'un qui a eu des années pour observer quelque chose, et aucun endroit sûr pour le dire à voix haute jusqu'à présent. Sterling Smith avait bâti sa carrière sur une technique spécifique. Dans n'importe quelle pièce où il sentait que sa position devait être renforcée, il identifiait la personne la moins susceptible de riposter et l'humilier publiquement, proprement, avec juste assez de couverture sociale pour que cela passe pour de la franchise plutôt que de la cruauté. Cela faisait recalibrer la pièce autour de lui. Cela faisait paraître toute réponse de la partie rabaissée comme de l'orgueil blessé. Il l'avait fait dans des salles de conseil avec des associés juniors. Il l'avait fait à des tables de charité avec des gens qui avaient besoin de son soutien. Il l'avait fait lors de réunions de famille avec toute personne que Lassie ramenait à la maison et qui n'arrivait pas avec les bonnes références visibles. Cela avait toujours fonctionné parce que les gens qu'il choisissait étaient soit trop exposés pour agir contre lui, soit trop fiers pour agir discrètement. Lassie a dit, « Il vous a choisi parce que vous êtes arrivé dans une robe bleu marine sans introduction. Il ne savait rien de vous, à part ce à quoi vous ressembliez à travers cette table. » Elle a fait une pause. Il ne fait jamais le travail de se renseigner avant.
Il décide, c'est tout. J'ai écouté tout cela sans lui offrir quoi que ce soit en retour. Pas de réconfort, pas d'indignation partagée, pas de mise en scène d'être ému. J'étais ému. Mais Lassie n'était pas venue ici pour ma réaction. Elle était venue parce qu'elle avait besoin de le dire à la personne à qui cela avait été dit, et cela nécessitait un témoin qui se contenterait de le recevoir. Quand elle a eu fini, elle est restée assise avec son café, qui était devenu froid. Elle ne m'a pas demandé ce que j'allais faire. Je pense qu'elle comprenait que demander changerait la nature de ce qu'elle venait de me donner. Cela la rendrait complice d'une direction qu'elle n'avait pas choisie, et ce n'était pas pour cela qu'elle était venue. Elle est partie juste avant midi. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, elle s'est arrêtée sur la marche et a dit, « Il a fait cela toute sa vie et rien ne lui est jamais revenu. » Elle l'a dit sans colère. Elle l'a dit comme on constate un état météorologique. Pas une plainte, juste la condition des choses telles qu'elles ont toujours été. J'ai regardé sa voiture s'éloigner 2 maisons plus loin. Je suis resté dans l'encadrement de la porte jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Puis je suis rentré, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Patrice. Patrice a répondu à la 2e sonnerie. Je lui ai dit une seule phrase. Je lui ai dit que je voulais commencer le processus de retrait formel de la position de Hargrove Capital dans la Smith Company. La ligne est restée silencieuse assez longtemps pour que je vérifie si elle était toujours là. Puis Patrice a dit, « Jusqu'où veux-tu aller ?» Le bureau de Patrice se trouve au 14e étage d'un immeuble sur Peachtree qui n'a aucune enseigne sur la porte, juste un numéro de suite et une petite plaque en laiton avec le nom Hargrove que la plupart des gens dépassent sans même remarquer. Je viens ici depuis 6 ans. La réceptionniste connaît ma commande de café. La chaise en face du bureau de Patrice porte la forme d'une personne qui s'y est assise bien des fois pour prendre des décisions nécessitant une pièce sans public. Je suis arrivé à 7h45. Patrice était déjà à son bureau. Elle avait 2 bloc-notes juridiques, l'instrument original et un second dossier qu'elle avait préparé la veille sans qu'on le lui demande. J'ai regardé le dossier. Je ne lui ai pas demandé quand elle avait trouvé le temps de le constituer car la réponse n'importait pas. Ce qui comptait, c'est qu'elle avait compris, dès une phrase lors d'un appel téléphonique l'après-midi précédent, exactement où cela menait et ce que cela exigerait. C'est ce que produisent 14 années de travail ensemble. Pas de la loyauté comme sentiment, de la loyauté comme précision. Je me suis assise. Elle a ouvert le dossier. Nous avons travaillé pendant un peu plus d'1 heure. Pas dans le langage du grief, pas dans le langage des représailles, mais dans le langage de l'exécution contractuelle. La clause de rupture de convention était claire. Le droit de retrait était propre. Le préavis de 90 jours était sans ambiguïté. Patrice m'a fait passer en revue la position actuelle une dernière fois. La Smith Company ne s'effondrait pas. C'était important. Ce qui importait tout autant, c'est qu'il n'était plus aussi isolé qu'il l'avait été. La tentative de refinancement 4 ans plus tôt m'avait appris que les relations avec les prêteurs étaient plus fortes qu'elles n'en avaient l'air de l'extérieur, et plus faibles qu'elles ne paraissaient en public. La position de Hargrove avait fourni une stabilité pendant 14 ans. La stabilité a tendance à devenir invisible pour les gens qui se tiennent dessus. Ce que nous faisions avait toujours été à notre portée. Nous choisissions simplement de le faire maintenant. L'avis de retrait formel est parti à 9h17 par courrier juridique recommandé adressé au conseil d'administration de la Smith Company, déposé sous le nom de W.D. Hargrove Capital, pas à Sterling Smith personnellement, mais au conseil par les canaux appropriés. La manière dont chaque communication financière significative dans cette relation s'était toujours faite. Il n'y avait aucune lettre jointe expliquant la raison. Le langage de la convention s'expliquait de lui-même. Patrice a posé son stylo quand ce fut fini. Elle n'a rien dit et moi non plus. Il n'y avait rien à dire. Nous avions fait le travail avec soin et le travail était complet. Je suis rentré chez moi juste après 9h30, à travers un trafic matinal qui s'était éclairci pour devenir le rythme régulier d'une ville qui a déjà envoyé son urgence dans le monde. J'ai changé de vêtements, préparé un vrai déjeuner, pas quelque chose de rapide, quelque chose qui exigeait de l'attention parce que j'avais besoin d'avoir les mains occupées et l'esprit calme. J'ai mangé à la table de la cuisine où, 2 nuits plus tôt, Arlon avait fait glisser un document vers moi en me disant que la décision m'appartenait. Dans l'après-midi, j'ai regardé les nouvelles, pas pour me distraire, je les ai regardées comme je regarde la plupart des choses, attentivement, avec le bruit d'autres choses qui tournent en dessous. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'étais pas anxieuse.
J'attendais de la manière spécifique de quelqu'un qui a déjà fait tout ce qui devait être fait et qui comprend que ce qui vient ensuite est simplement le temps qui avance à son propre rythme. Le conseil d'administration de la Smith Company recevrait la correspondance aujourd'hui. Leur équipe juridique l'examinerait aujourd'hui ou demain. Ensuite, cela irait à leur prêteur principal parce que c'était la séquence que la structure de la convention exigeait. Le prêteur regarderait ce que le retrait déclenchait. Puis les appels commenceraient. Je connaissais la forme de ce qui arrivait. Je ne connaissais juste pas son calendrier. J'ai éteint la télévision à 18h, préparé du thé, me suis assise près de la fenêtre tandis que la soirée d'Atlanta arrivait basse et orange au-dessus des toits. À 20h14, mon téléphone s'est éclairé sur la table d'appoint. Un SMS de Patrice. 4 mots et un point. Premier appel reçu. Je l'ai lu 2 fois. Puis le second message est arrivé en dessous. 3 secondes plus tard. Ils ne connaissent pas encore le nom. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la table d'appoint et j'ai fini mon thé. 3 jours après l'envoi de l'avis, Patrice m'a appelé à 8h du matin alors que je taillais les rosiers le long de ma clôture arrière. J'ai coincé le téléphone contre mon épaule et j'ai continué à travailler pendant qu'elle parlait. Le prêteur principal de la Smith Company avait signalé le retrait en moins de 48 heures. La clause de la convention avait fait exactement ce que Wendell avait conçu pour qu'elle fasse. Elle n'avait pas simplement annoncé un départ. Elle avait déclenché une condition d'examen sur laquelle le prêteur était désormais contractuellement tenu d'agir. Leurs auditeurs avaient été appelés. Le conseil s'était réuni de manière informelle, ce qui signifiait sans la présence de Sterling, ce qui signifiait qu'ils séparaient déjà leur exposition de la sienne. Sterling passait des appels. Patrice le savait de 2 sources. Leur correspondance juridique commençait à arriver avec une nouvelle urgence dans son langage, et un contact dans l'immeuble abritant leur conseil principal avait noté le volume d'activité sortant de ce bureau. Il appelait des avocats. Il appelait des contacts. Il tirait sur chaque fil qu'il pouvait trouver attaché au nom de Hargrove Capital, cherchant un visage. Il n'en avait pas trouvé. J'ai fini les rosiers et suis rentré pour me laver les mains. Les jours qui ont suivi avaient la même forme que n'importe quelle autre semaine de l'extérieur. J'ai assisté à mon club de jardinage mercredi matin. 6 femmes dans le salon d'Adrien Colby avec du café et un désaccord sur le calendrier de plantation d'automne qui durait agréablement depuis 3 ans. J'ai déjeuné avec une amie jeudi. Je suis rentré chaque après-midi et j'ai lu. Je n'ai pas discuté de Hargrove Capital dans aucune pièce qui n'était pas le bureau de Patrice. Je n'en ai pas discuté avec Arlon, qui avait tenu parole et n'avait plus soulevé le sujet depuis la table de la cuisine. Je n'en ai pas discuté du tout. Ce que je faisais n'était pas un silence né du secret. C'était un silence né de la compréhension qu'une chose qui avance correctement n'a pas besoin d'être racontée. Le vendredi après-midi, Patrice a mentionné Crawford. Il était membre du conseil, l'avait été pendant 11 ans, et il avait connu Wendell de la manière dont les hommes qui évoluent dans des cercles financiers sérieux se connaissent. Pas étroitement, mais avec le respect mutuel particulier des gens qui se sont observés travailler de loin et qui se sont formés une opinion discrète. Crawford avait demandé par des canaux prudents quel cabinet juridique représentait la position de Hargrove Capital. Il ne demandait pas au nom de Sterling. Patrice en était certaine. Il demandait pour lui-même, essayant de comprendre la forme de ce qui était entré dans la pièce avant de décider comment se positionner par rapport à cela. J'ai noté cela et n'ai rien dit au-delà du constat. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner, mangé à la table de la cuisine et lu jusqu'à 22h. Mon téléphone est resté silencieux. J'avais appris dans les années suivant la mort de Wendell que la plupart des situations se résolvent plus proprement quand on leur laisse l'espace de se développer sans interférence. Vous faites la chose correcte par les canaux corrects, puis vous attendez avec les mains ouvertes plutôt que d'essayer de saisir. Samedi matin, Patrice a rappelé. Sa voix avait une qualité différente de celle des appels de vendredi. Pas alarmée, mais précise, de cette manière qu'elle adopte quand quelque chose exige toute mon attention plutôt que ma simple conscience générale. Elle a dit que Sterling avait engagé un enquêteur, pas un cabinet d'avocats faisant des demandes formelles, un enquêteur privé chargé spécifiquement de retracer la structure de détention de Hargrove jusqu'à un nom humain et une adresse physique. Elle a dit, il avance plus vite que je ne le pensais. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine les rosiers que j'avais taillés il y a 3 jours, déjà en train de pousser à nouveau. J'ai dit, combien de temps avons-nous avant que la structure ne devienne difficile à tenir?
Patrice a répondu à ma question du samedi avec une réunion lundi. Même bureau, même chaise, même plaque en laiton sur la porte que personne ne lit. Elle a exposé ce que l'enquêteur trouverait en retraçant la structure de Hargrove. Et elle l'a fait comme elle fait tout, sans drame, en séquence, pour que je puisse voir la forme clairement. Une LLC du Delaware enregistrée il y a 14 ans. Membre gérant répertorié comme administrateur de trust dont le nom n'apparaît dans aucun dossier public lié à Atlanta ou à la famille Piquet. Adresse d'agent enregistrée dans une rue de service juridique à Wilmington qui gère des centaines d'entités similaires. La piste était propre parce que Wendell l'avait construite propre, non pas pour cacher, mais parce qu'il comprenait que la vie privée et le secret sont deux choses différentes, et qu'une seule d'entre elles nécessite une conscience coupable. L'enquêteur trouverait le mur. Il saurait qu'il y a un mur. Il ne le franchirait pas. J'ai écouté Patrice me guider à travers chaque couche, et j'ai ressenti quelque chose que je reconnaissais des 4 années que j'avais passées à gérer cette position seule. Une stabilité particulière qui ne vient pas de la certitude sur les résultats, mais de la certitude sur la préparation. Quoi que Sterling Smith cherche, nous avions déjà envisagé la possibilité qu'il cherche. Je suis rentré chez moi et j'ai passé l'après-midi au jardin. Mercredi, Patrice a confirmé que l'enquêteur avait déposé ses conclusions. LLC du Delaware, administrateur de trust, adresse d'agent à Atlanta. Aucun nom individuel, aucune connexion piquée visible nulle part dans la chaîne. Sterling avait payé pour un mur et reçu une description détaillée de sa surface. Ce que ni Patrice ni moi n'avions anticipé, c'était le mouvement latéral. Sterling ne s'est pas arrêté à la structure juridique. Un homme qui utilise chaque pièce à sa disposition ne se restreint pas aux canaux formels quand les canaux formels ne produisent rien. Il est allé de côté, dans le cercle professionnel autour de Harlon, pas par Harlon directement, mais par un collègue au cabinet de Harlon, un homme nommé Devlin, qui gérait des transactions de taille moyenne et n'avait aucune raison de suspecter que l'enquête n'était rien d'autre qu'un intérêt de routine. Sterling l'avait contacté sous couvert de diligence raisonnable. Un langage vague sur des liens familiaux avec certains véhicules d'investissement, le genre de formulation qui ressemble à de la paperasse et qui avance comme quelque chose de tout autre. Il ne connectait pas encore Hargrove à Piquet. Il tirait simplement sur chaque fil à portée de sa main, espérant que l'un d'eux mènerait quelque part. Ce qu'il a appris était plus petit que la réponse qu'il voulait et plus utile qu'il ne le pensait. L'enquêteur avait confirmé que Harlon Piquet n'était pas simplement un fiancé. C'était un avocat d'affaires avec une exposition régulière à des transactions complexes, des structures de trust et des arrangements de capital privé. Rien d'impropre, rien de caché, information publique, mais assez pour altérer la direction de la recherche. Pour la première fois, Sterling a arrêté de chercher une mère offensée et a commencé à regarder la famille elle-même. C'était le propre d'un homme qui avait passé sa carrière à rabaisser les gens avant qu'ils ne puissent se positionner. Il supposait que tout le monde opérait avec le même instinct. Il cherchait une partie blessée faisant un mouvement maladroit. Il n'avait pas encore considéré que la personne en face de lui jouait à ce jeu depuis avant qu'il ne sache que le jeu existait. J'étais dans la cuisine quand Harlon a appelé. En fin d'après-midi, la lumière passant par la fenêtre selon l'angle bas qui signifie que la journée est presque terminée. Sa voix était stable, serrée sous la stabilité. La façon dont une structure est serrée, pas tendue, contrôlée. Il a dit, il a appelé mon collègue aujourd'hui, maman. J'ai reposé ce que je tenais. Devlin m'a interrogé sur les véhicules d'investissement liés à notre famille. Langage général mais direction spécifique. Une pause. Il ne sait toujours pas que c'est toi. Le mur de Hargrove a tenu. J'ai dit, mais il regarde notre nom maintenant. Une autre pause, plus courte. Et il en sait assez pour réaliser que ce n'est pas quelqu'un qui agit par sentiment blessé. Il cherche une connexion qu'il ne peut pas voir. Je suis resté dans la cuisine sous la lumière basse de l'après-midi et j'ai considéré cela un moment, non pas avec alarme, avec l'attention prudente que l'on donne à quelque chose qui vient de changer de forme sans changer de direction. Sterling Smith se rapprochait. Il cherchait toujours une partie blessée. Il n'avait pas encore compris ce qu'il cherchait réellement. Lassie a appelé un jeudi soir, 2 semaines après l'envoi de l'avis. Elle n'a pas commencé par des banalités, ce qui m'a indiqué que l'appel avait un but spécifique pour lequel elle s'était organisée avant de composer. Elle a dit, « J'ai besoin de vous dire quelque chose sur ma mère. » Je me suis assise. Ce que Lassie a décrit n'était pas une femme en crise. C'était une femme en mouvement.
Un mouvement calme et délibéré qui ne s'annonce pas parce que l'annonce ruinerait le but. Au cours de la semaine passée, Solène Smith avait pris 2 rendez-vous séparés dont Sterling n'était pas au courant, un avocat de famille privée dont le bureau était à Midtown, assez loin de leur cercle professionnel habituel pour que le choix lui-même soit un message de discrétion. Et un conseiller financier, pas celui que les Smiths utilisaient conjointement, un tout autre, que Solène avait vu seul un mardi après-midi, pendant que Sterling était en réunion de conseil à gérer les retombées du retrait. Elle ne paniquait pas. Lassie était claire à ce sujet. Sa mère ne panique pas. C'était l'une des rares choses que Lassie avait toujours respectées chez elle. Ce que Solène faisait, c'était se préparer à la version de cette histoire qui ne se terminait pas par une récupération. Elle lisait la situation comme un navigateur lit la météo, non pas pour arrêter la tempête, mais pour savoir dans quelle direction tourner avant qu'elle n'arrive. Lassie a dit, elle a déjà été comme ça auparavant. Quand les choses tournent mal, elle devient très calme et très organisée. Il m'a fallu des années pour comprendre que le calme n'est pas la sérénité, c'est du calcul. Puis elle m'a dit autre chose. 3 jours plus tôt, Solène était allée seule à la banque. Pas l'un des comptes professionnels, rien lié à l'entreprise, des dossiers personnels, des documents, des copies de relevés remontant à plusieurs années. Lassie ne savait pas exactement ce que sa mère avait demandé, seulement qu'elle était rentrée à la maison avec un dossier qu'elle avait immédiatement placé dans son bureau et verrouillé. J'ai écouté cela et j'ai pensé à la femme que j'avais observée à la table de dîner, le verre de vin qu'elle tenait sans boire. Les yeux qui balayaient son mari, la façon dont on observe quelque chose en qui on a cessé d'avoir confiance depuis longtemps. Solène avait joué la comédie du mariage comme Sterling jouait celle de la richesse, de manière cohérente, habile et avec la connaissance privée que la performance n'est pas la même chose que la substance. La différence entre eux, a dit Lassie, était que Sterling avait besoin que les gens le croient. Solène avait simplement appris à le maintenir. Ce ne sont pas les mêmes besoins, et ils ne produisent pas la même réponse quand la structure commence à faiblir. La richesse des Smiths avait nécessité un entretien constant parce qu'elle n'avait jamais été aussi solide qu'elle en avait l'air. Lassie l'avait compris par bribes au fil des années. Un commentaire par-ci, une attention par-là, la tension particulière qui apparaît dans les foyers où l'image coûte plus cher que la réalité ne peut supporter confortablement. Le retrait de Hargrove n'avait pas créé la fragilité. Il l'avait simplement rendue visible. J'ai demandé à Lassie comment Sterling se déplaçait dans la maison. Elle a dit, bruyant, certain, comme un homme qui croit que le problème est extérieur. Une pause. Ma mère se déplace comme si elle était déjà ailleurs. Après que Lassie a fini, je suis resté avec le téléphone à la main un moment sans parler. Puis j'ai demandé si elle était passée à la maison cette semaine. Elle a dit qu'elle y était passée mercredi pour récupérer des choses qu'elle avait laissées là. J'ai demandé comment semblait sa mère. Lassie est restée silencieuse un battement. Le calme spécifique de quelqu'un qui choisit entre la réponse courte et la vraie. Elle a dit que sa mère était dans la cuisine quand elle est arrivée, que Solène avait levé les yeux de ce qu'elle faisait, étudié le visage de Lassie un moment, puis avait dit sans aucun poids particulier dans la voix. De la manière dont on dit quelque chose dont on a déjà décidé que c'était vrai, le dîner est là où tout a commencé, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question. Puis, selon Lassie, Solène avait fait quelque chose d'inhabituel. Elle avait hoché la tête une fois pour elle-même, pas pour Lassie, pour elle-même. Comme si un calcul qu'elle travaillait en privé avait finalement produit une réponse. J'ai gardé le téléphone contre mon oreille et je n'ai pas répondu immédiatement. À l'extérieur de la fenêtre, Atlanta était devenue sombre et silencieuse. Solène Smith n'avait pas trouvé le nom, mais elle avait trouvé l'origine. Et selon mon expérience, une femme qui trouve l'origine est généralement beaucoup plus proche de la vérité que quiconque autour d'elle ne le réalise. Patrice a appelé un vendredi matin alors que j'étais à ma table de cuisine avec du café et le journal. Je suis toujours livré parce que Wendell avait lancé l'abonnement il y a 30 ans et que je n'ai jamais vu de raison de l'arrêter. Elle a dit, Crawford a appelé le bureau hier après-midi. J'ai posé le journal. Crawford n'avait pas appelé Sterling après la session d'urgence du conseil. Il avait appelé le bureau de Patrice, le contact juridique enregistré pour Hargrove Capital, le numéro qui apparaît sur l'instrument original sous le protocole de correspondance. Il avait le numéro parce que l'instrument exigeait qu'une partie l'ait. Il l'avait apparemment gardé pendant 11 ans sans l'utiliser, ce qui m'a appris quelque chose sur le genre d'homme qu'il était, quelqu'un qui classe les informations avec soin et ne les récupère que lorsque le moment justifie la saisie. Patrice a dit que le conseil s'était réuni 3 jours plus tôt.
Le retrait de Hargrove avait déclenché un examen de liquidité que le conseil ne pouvait ni différer ni gérer discrètement. La clause de la convention avait fait ce que Wendell avait conçu pour qu'elle fasse. Elle n'avait pas simplement supprimé du capital. Elle avait restructuré toute la position de risque de l'entreprise aux yeux de chaque relation financière qu'ils entretenaient. Le conseil explorait désormais formellement la vente de 70% de l'entreprise à un acheteur qualifié. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que l'alternative était un effondrement contrôlé qui coûterait à tout le monde à cette table nettement plus cher qu'une vente structurée ne le ferait. Crawford avait appelé le bureau de Patrice et avait demandé le représentant enregistré de la position de Hargrove Capital. Quand Patrice s'est identifié, il avait été prudent, pas évasif, prudent. Il y a une différence. Il avait dit, sans rien dire qui franchisse une ligne, que le conseil était ouvert à une discussion d'acquisition structurée avec la bonne partie. Il avait utilisé le mot « qualifié » 2 fois. Il n'avait pas demandé qui était derrière Hargrove. Il avait simplement ouvert une porte et décrit ses dimensions. Patrice l'avait remercié, confirmé la réception de sa communication et lui avait dit qu'elle transmettrait la position du conseil à son mandant. Elle m'a délivré tout cela en 4 minutes. Puis elle s'est arrêtée et a attendu. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Les rosiers le long de la clôture arrière étaient maintenant complètement fleuris. Ceux que j'avais taillés le matin où le premier appel est arrivé, il y a 3 semaines. Ils ne savent rien de ce qui se passe dans cette maison. Ils ont simplement poussé parce que c'est ce qu'ils font quand les conditions sont réunies. J'ai dit, quel est le calendrier avec lequel Crawford travaille? Patrice a dit que le conseil avait fixé une date limite d'examen interne de 3 semaines. Après cela, le processus passerait à une recherche plus large si aucune partie qualifiée ne s'était engagée. 3 semaines, ce n'était pas généreux. C'était assez. J'ai pensé à Sterling Smith dans cette salle de conseil, bruyant et certain. La façon dont Lassie l'avait décrit se déplaçant dans la maison. Un homme qui croit que le problème est extérieur. J'ai pensé à lui assis à cette table pendant que son conseil discutait de la vente de l'entreprise que son père avait construite. L'entreprise qu'il avait héritée et maintenue sur un capital qu'il n'avait jamais retracé jusqu'à sa source. J'ai pensé à Crawford passant un appel qui n'était pas destiné à Sterling. J'ai dit, dis à Crawford que nous allons à la table. Patrice a dit, sous quel nom entrons-nous? La question était pratique, et elle savait que je l'avais déjà envisagée. Le nom comptait. Il déterminait le moment où Sterling comprendrait ce qui se trouvait en face de lui et combien de temps il avait pour se composer avant que la pièce n'exige quelque chose de lui. J'ai dit, Hargrove d'abord, une pause, et ensuite Piquet. La ligne est restée silencieuse exactement 1 seconde. Patrice a dit, j'appelle Crawford cet après-midi. J'ai pris mon journal. Dehors, les rosiers restaient parfaitement immobiles dans l'air du matin. La réunion était fixée pour mardi à 10 heures. Samedi, j'avais fait tout ce qui devait être fait et j'avais passé dimanche à ne rien faire du tout, délibérément, comme on se repose avant quelque chose qui exige tout de vous, présent et indivis. Lundi, je me suis préparé. J'ai sorti l'instrument original du tiroir où il vivait depuis 14 ans. Le même tiroir, le même dossier manille, l'écriture de Wendell sur l'onglet. Je n'ai pas lu tout le document. Je suis passé à la clause de la convention et je l'ai lu une fois lentement. La façon dont on lit quelque chose non pas pour l'information, mais pour s'ancrer. Je connaissais chaque mot. Le relire n'était pas pour les mots. C'était pour se souvenir de quelles mains les avaient écrits et ce que ces mains avaient compris de l'équité, de la précision et de la longue patience des gens qui construisent les choses correctement. J'ai remis le document dans le dossier et le dossier dans le tiroir. Puis je suis allé au placard de la chambre d'amis, celui avec la housse suspendue tout à gauche derrière les manteaux d'hiver où je l'avais placé il y a 18 mois et pas touché depuis. Je l'ai dézippé avec soin. Le costume à l'intérieur était couleur gris anthracite, laine italienne, coupé avec le genre d'autorité propre qui ne s'annonce pas. Je l'avais acheté seul 14 mois après le décès de Wendell un mardi après-midi quand je suis entré dans un magasin sur Peachtree sans intention particulière et que je suis ressorti avec quelque chose pour lequel je n'avais pas encore d'occasion. Wendell ne l'a jamais vu. Il était à moi d'une manière qui était distincte des choses que nous avions choisies ensemble, pas meilleur, différent, quelque chose que j'avais sélectionné pour une version de moi-même qui existait après lui. Je l'ai suspendu à la porte de la chambre et je l'ai regardé un moment. J'ai pensé à Wendell, non pas avec désir, qui est la tristesse qui regarde en arrière, mais avec la gratitude particulière qui regarde en avant.
Il avait construit quelque chose de réel et m'avait appris chaque partie. Il n'avait jamais suggéré une seule fois qu'il y avait des pièces où je n'étais pas équipé pour entrer. Quand il est parti, je suis resté dans cette maison et j'ai eu peur pendant exactement 6 semaines. Peur des documents, peur des décisions, peur de l'ampleur de ce qu'il avait laissé entre mes mains. Puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai commencé à lire. Cette peur n'est jamais revenue. À midi, Patrice a appelé, non pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que quelque chose n'avait pas changé. Crawford avait contacté par le même canal prudent qu'il utilisait depuis la réunion du conseil. La discussion d'acquisition avançait. La pièce était prête. Le conseil était confirmé, mais Sterling avait passé la matinée à tenter de retarder la réunion, pas de l'annuler, la retarder. Examen supplémentaire, consultation supplémentaire, temps supplémentaire. Patrice a dit que la réponse de Crawford avait été brève. La réunion se déroulerait comme prévu. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Les hommes confiants demandent rarement plus de temps. Je n'ai pas répété ce que je dirais à Sterling Smith. Il n'y avait rien à répéter car j'avais décidé il y a des semaines de ne presque rien dire. Un homme qui utilise les mots comme des armes s'attend à ce que vous arriviez armé de la même façon. Je n'apportais pas de mots. J'apportais les conditions d'acquisition que Patrice avait rédigées, l'instrument Hargrove et mon propre nom sur une feuille de papier à côté de l'évaluation de son entreprise. C'était suffisant. J'ai repassé le costume, préparé le dîner, lu jusqu'à 21h30. À 22h15, mon téléphone a sonné. Lassie. Sa voix était plus stable que je ne l'espérais, ce qui m'a indiqué que la conversation qu'elle s'apprêtait à décrire avait déjà traversé sa pire partie avant qu'elle ne m'appelle. Elle était allée à la maison cet après-midi-là pour dire à son père qu'elle ne reviendrait pas. Elle avait fait simple. Pas d'accusation, pas de catalogue de griefs, juste la décision énoncée clairement. Elle a dit que Sterling avait écouté les 2 premières phrases puis avait arrêté d'écouter. Sa réponse n'avait traversé aucune forme reconnaissable de tristesse. Il était allé directement à l'argent, sa dépendance à ses comptes, la voiture enregistrée à son nom, les arrangements qu'il pouvait interrompre. Il avait cherché le contrôle financier au moment où le contrôle émotionnel quittait la pièce. Lassie a dit, il ne m'a pas demandé de rester. Il m'a dit ce que je perdrais. Je suis resté avec ça un moment. Un homme qui répond au départ de sa fille en listant ses passifs n'est pas un homme capable de comprendre ce qu'il a fait. Il est seulement capable de comprendre combien les choses coûtent. Demain, je lui montrerai exactement ce que cela coûtait. Je me suis levé à 5h45, ce qui est l'heure à laquelle je me lève toujours. J'ai préparé le même petit déjeuner que je prépare chaque matin de semaine depuis 11 ans. Gruau avec 2 cuillères de miel, café noir, demi-pamplemousse. Wendell m'avait initié au pamplemousse. Je l'ai gardé après son départ parce que certaines habitudes ne concernent pas la personne qui vous les a données. Elles concernent simplement qui vous êtes devenu. Je me suis habillé sans me presser. Le costume anthracite, des talons bas dans une teinte qui correspondait sans correspondre exactement. Les petites boucles d'oreilles en perles que je porte quand je veux être prise au sérieux sans annoncer que je veux être prise au sérieux. Je me suis regardé dans le miroir comme je regarde tout ce que j'ai préparé avec soin. Pas pour être rassuré, pour confirmation. Je n'ai pas porté la montre de Wendell. Je l'avais portée ce soir-là parce que j'avais besoin qu'il soit présent pour quelque chose que je ne savais pas qui arrivait. Aujourd'hui, je savais exactement ce qui arrivait. Aujourd'hui, j'y suis allé en tant que moi-même seul. J'ai quitté la maison à 8h20. Le trajet vers Meadown a pris 31 minutes dans le trafic du mardi matin. Je connais cet itinéraire, je l'ai parcouru plus de fois que je ne peux compter. Et il y a quelque chose de stabilisant dans une route que vos mains connaissent sans instruction. Je me suis garé dans le garage souterrain de l'immeuble à 8h51. Je suis resté dans la voiture 4 minutes sans vérifier quoi que ce soit. Non pas par hésitation, mais par la compréhension que l'immobilité avant un moment significatif n'est pas un délai, c'est une arrivée. J'ai appelé Patrice à 8h55. Elle a répondu à la première sonnerie. Elle a dit, tout est en ordre. Crawford a confirmé la pièce à 9h45. Leur conseil sera présent. Le nôtre est déjà en haut. J'ai dit, bien. Elle a dit, 13, une pause avec du poids. Tu as tout fait correctement. J'ai dit, je sais.
Je suis sorti de la voiture. Dans l'ascenseur, j'ai pensé à 3 choses dans cet ordre. J'ai pensé à la poignée de main que Sterling Smith avait refusée. La façon dont il avait regardé ma main tendue avec cette pause brève et délibérée conçue pour établir une position avant qu'un mot n'ait été prononcé. J'ai pensé à la scie assise sur le bord de mon canapé avec du café froid et 2 mains enveloppant une tasse dont elle avait arrêté de boire, me racontant un schéma qu'elle portait seule depuis des années. J'ai pensé au visage d'Arlon à cette table de dîner, non pas la colère d'un fils défendant sa mère, quelque chose de plus vieux et de plus réfléchi que la colère. Reconnaissance. Il avait su à ce moment-là exactement ce que Sterling Smith ne savait pas. Il l'avait su et il s'était levé quand même et avait dit la seule chose vraie dans la pièce. L'ascenseur s'est ouvert au 19e étage. Une réceptionniste m'a conduite dans un couloir avec le calme moquetté particulier des immeubles sérieux qui prennent leur propre gravité comme acquise. Elle s'est arrêtée devant une double porte et a ouvert celle de droite. Je suis entré. La pièce était longue, bien éclairée, une table ovale avec 8 chaises et des verres d'eau déjà remplis. Crawford se tenait près de la fenêtre. Je le connaissais d'une photographie que Patrice m'avait montrée, cheveux argentés, une posture prudente. Il a hoché la tête quand je suis entré avec le signe de tête spécifique d'un homme reconnaissant quelqu'un qui l'attendait. L'équipe juridique de Patrice était déjà assise sur le côté gauche et à l'extrémité de la table, déjà à sa chaise, déjà disposée dans la posture d'un homme qui arrive en avance pour établir la propriété d'une pièce. Sterling Smith a levé les yeux. Au moment où il a vu mon visage, quelque chose a bougé sur le sien. Pas exactement un choc, quelque chose qui arrive avant le choc, la fraction de seconde où un esprit présente une information que le reste de soi n'est pas encore préparé à recevoir. J'avais vu cette expression une fois auparavant, 11 ans plus tôt, à travers un lit d'hôpital sur un homme qui venait de comprendre quelque chose qui changeait tout calcul qu'il avait fait. Je suis allé à ma chaise et je me suis assise. Crawford a ouvert la réunion à 10h03. Il l'a fait avec l'efficacité pratiquée d'un homme qui a géré assez de salles difficiles pour savoir que la cérémonie ne fait qu'étendre l'inconfort. Une brève présentation des parties, une confirmation que tout le conseil était présent, puis un signe de tête à l'avocate principale de Patrice, une femme nommée Aldridge, qui faisait ce travail depuis 22 ans, et portait ce fait dans chaque syllabe qu'elle produisait. Je me suis assise sur le côté gauche de la table, à 3 sièges de Crawford, directement en face de la position de Sterling Smith. J'ai croisé mes mains sur la table devant moi, et je n'ai pas parlé. Aldridge a présenté la position de Hargrove clairement, l'instrument original, les 14 ans d'histoire, la clause de la convention et son activation, l'avis de retrait, et sa position juridique. Elle n'a pas éditorialisé. Elle a présenté l'architecture de ce qui existait et a laissé l'architecture parler d'elle-même. C'était ce que je lui avais demandé de faire, et elle l'a fait sans ornementation. Sterling a écouté pendant environ 6 minutes avant d'essayer la première redirection. Cela est venu sous la forme d'une question formulée comme une clarification, quelque chose sur le timing du retrait par rapport à une décision de conseil prise au trimestre précédent. Délivré sur le ton facile et autoritaire d'un homme qui a utilisé le langage procédural pour ralentir des pièces auparavant. L'expression de Crawford n'a pas changé. Aldridge a répondu directement à la question et a continué. La pièce n'a pas bougé dans la direction de Sterling. Il a attendu 4 minutes et a essayé à nouveau, plus calme cette fois, l'autorité moins procédurale et plus personnelle. Le registre d'un homme rappelant à la pièce qu'il appartenait à son centre. Il s'est adressé directement à Crawford, a utilisé son prénom, a fait référence à une histoire entre qui était réelle, mais qui était déployée comme un levier. Crawford l'a reçu avec une courtoisie qui ne contenait aucun fléchissement. Aldridge a continué. La pièce n'a pas bougé. J'ai observé Sterling à travers la table pendant tout cela comme j'observe la plupart des choses, sans expression, sans signal, avec l'attention totale et patiente de quelqu'un qui a déjà décidé et qui est simplement présent pour ce qui suit. Il m'avait regardé quand je suis entré, puis avait regardé ailleurs, puis avait regardé à nouveau 2 fois dans les 10 premières minutes avec la qualité spécifique d'un homme essayant de placer quelque chose qu'il ne peut pas localiser dans sa mémoire. Le placement a eu lieu à la 14e minute. Aldridge venait juste de finir de présenter les conditions d'acquisition proposées, la structure à 70%, les dispositions de gouvernance, le cadre de transition. Quand Sterling m'a regardé avec une qualité d'attention différente de celle qu'il avait gérée auparavant, pas l'évaluation sociale de la table du dîner, quelque chose qui a traversé plusieurs calculs en l'espace de 2 secondes, et est arrivé quelque part où il ne s'attendait pas à atterrir.
Son visage n'a pas changé dramatiquement. Un homme comme Sterling Smith a passé une carrière à gérer son visage dans des pièces où le gérer était la seule monnaie qui lui restait. Mais il y a un calme qui est différent de la composition. La composition est choisie. Ce genre de calme est ce qui reste quand le choix quitte temporairement le corps. Il est devenu très calme de cette façon. Ses mains, qui avaient bougé avec de petits gestes exécutifs pendant toute la présentation, se sont arrêtées complètement. J'ai soutenu son regard exactement aussi longtemps que nécessaire, puis j'ai reporté mon attention sur Aldridge. Crawford a appelé une pause de 15 minutes à 10h41. La pièce a bougé, les chaises déplaçant, les verres d'eau soulevés, le basson des conversations séparées commençant. Je suis resté sur mon siège. Je n'ai pas cherché mon téléphone. J'ai regardé les conditions d'acquisition devant moi et j'ai fait une petite annotation dans la marge que j'envisageais depuis samedi. À travers la table, l'avocat de Sterling s'est penché près et a dit quelque chose près de son oreille. Sterling est resté immobile un autre moment. Puis il s'est tourné et a regardé directement à travers la pièce vers moi. Cette fois, il n'a pas regardé ailleurs. L'avocat de Sterling a traversé la pièce pendant la pause et a demandé avec une courtoisie professionnelle prudente si je serais prête à parler en privé avec son client avant que la réunion ne reprenne. Aucun conseil présent. 10 minutes. J'ai regardé l'homme faisant la demande. Il faisait son travail et le faisait proprement. J'ai dit oui. Ils nous ont mis dans une pièce plus petite à côté du couloir, un espace sans fenêtre avec une table ronde, 4 chaises, et une carafe d'eau que personne n'a touchée. Sterling est entré et a fermé la porte lui-même. Il s'est assis en face de moi et a pris un moment avant de commencer, ce que j'ai noté. Un homme qui a besoin d'un moment avant de parler en privé est un homme qui a répété sur le chemin. Il a commencé par l'explication, pas une excuse, une explication. Il a dit que le dîner n'avait pas été ce qu'il paraissait, qu'il était sous une pression considérable ce soir-là. Question de conseil, préoccupation des prêteurs, problèmes qui avaient déjà commencé à se déplacer dans l'entreprise avant que quiconque à cette table ne sache qu'ils existaient. Il a dit qu'il n'avait pas été à son meilleur. J'ai écouté sans expression. Il a dit que le commentaire était sorti de travers. Pas qu'il était faux, qu'il était sorti de travers. Il y a une différence. Puis il m'a dit qu'il venait d'une famille qui accordait beaucoup d'importance aux signaux sociaux et à la présentation. Il a dit que parfois il faisait des hypothèses trop rapidement, qu'il avait passé la plupart de sa vie à lire des pièces et à prendre des décisions en quelques secondes, et qu'occasionnellement ses jugements étaient imparfaits. Occasionnellement. J'ai écouté cela aussi. Il s'est déplacé dans sa chaise. Pour la première fois depuis qu'il est entré dans la pièce, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu à la table de dîner. Incertitude. Pas de remords, pas d'humilité. Incertitude. Le genre qui arrive quand un homme découvre que la pièce opère selon des règles qu'il ne contrôle pas. Il a regardé la table, puis m'a regardé. Je n'aurais pas dû le dire. Voilà. La chose la plus proche de l'appropriation qu'il avait gérée jusqu'ici. Pas parce qu'il comprenait soudain ce que les mots signifiaient, parce qu'il comprenait enfin ce qu'ils avaient causé. Il a frotté un pouce le long du bord de la table. J'avais tort à votre sujet. Cette phrase a pris plus d'effort que les autres. Je pouvais le dire, non pas parce que c'était sincère, parce que cela le forçait à reconnaître une erreur de jugement. Pour un homme comme Sterling Smith, c'était coûteux. Puis il est arrivé à l'excuse. Le mot « désolé » est apparu 2 fois, soigneusement placé, tamponné par des explications et du contexte et des références à la pression. C'était toujours l'excuse d'un homme essayant de préserver autant de lui-même que possible tout en se tenant dans une pièce où la préservation devenait difficile. Il n'y avait aucune responsabilité dedans. Il y avait la forme de la responsabilité, le contour, rien de plus. Quand il a fini, j'ai laissé le silence s'asseoir pendant 4 secondes complètes. Puis j'ai ouvert le dossier devant moi et j'ai placé les conditions d'acquisition sur la table entre nous. Je l'ai guidé à travers chaque disposition, la structure à 70%, le cadre de gouvernance, les conditions de transition, la base d'évaluation. Ma voix était égale tout du long. Pas froide, pas chaude, simplement précise. Les conditions étaient justes, pas généreuses, pas punitives. Juste de la manière complète et sans ambiguïté qui ne laisse aucune place à la négociation parce qu'il n'y a rien contre quoi négocier. Un homme attendant des représailles a une réponse préparée pour les représailles.
Un homme attendant la capitulation a une réponse préparée pour cela aussi. L'équité de cette qualité laisse un homme sans rien contre quoi pousser. Il les a lus 2 fois. Son avocat n'était pas dans la pièce, et je l'ai regardé travailler à travers les dispositions sans conseil, ce qui signifiait que je l'ai regardé comprendre chacune à la vitesse de sa propre compréhension plutôt qu'à la vitesse de la traduction de quelqu'un d'autre. Quand il a fini, il m'a regardé pendant un long moment. Puis est retourné au papier, il a dit, c'est raisonnable. J'ai dit, oui. Il a hoché la tête une fois, pas d'accord, de reconnaissance. Il a dit, je confirmerai avec mon équipe après la pause. J'ai dit, c'est bien. Il a rassemblé les conditions et les a mises au carré contre le bord de la table de la manière particulière d'un homme jouant la composition pour un public d'un. Puis il a levé les yeux. Il a dit, Lassie, une pause. Y a-t-il quelque chose que vous pourriez? Il s'est arrêté, a recommencé. Elle ne prendra pas mes appels. Je l'ai regardé à travers cette petite table dans cette pièce sans fenêtre. J'ai dit, Lassie n'est pas à moi pour parler en son nom. Il a attendu pour plus. Il n'y avait pas plus. C'était la réponse complète. Et quelque chose dans son exhaustivité lui a dit que sa fille n'était pas venue me voir comme une victime cherchant refuge. Elle était venue comme une femme prenant une décision. La couleur de son visage a changé d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'acquisition. Arlon a appelé un mercredi soir, 4 jours après la réunion d'acquisition. J'étais dans la cuisine en train de finir le dîner quand le téléphone a sonné et sa voix est arrivée avec la qualité particulière qu'elle porte quand il livre quelque chose qu'il a gardé soigneusement, pas en me protégeant de cela, en protégeant le poids de cela jusqu'au bon moment. Il a dit, Lassie voulait que tu saches certaines choses. Elle m'a demandé de te dire. J'ai baissé la cuisinière et je me suis assise. Elle l'épouse toujours. C'était la première chose qu'il a dite. Et il l'a dite sans préambule parce qu'il comprenait que je voudrais la fondation avant les détails. La date qu'ils avaient choisie était toujours la date. Rien sur l'acquisition. Rien sur les semaines précédentes n'avait bougé cela. Ce qui avait bougé était tout le reste. Lassie était allée voir sa mère le vendredi précédent, pas à la maison, à un café à Virginia Island que Solène avait suggéré, ce qui racontait sa propre histoire sur la façon dont la géographie de cette famille se redessinait tranquillement. Elle avait dit à Solène qu'elle l'aimait et que l'amour n'était pas la question. La question était de savoir si elle pouvait continuer à se présenter à une table où ce qui s'était passé à ce dîner était traité comme une question sans conséquence durable. Elle n'avait pas émis de conditions. Elle n'avait pas construit un ultimatum avec des délais et des conséquences attachées. Elle avait simplement dit à Solène la vérité sur l'endroit où elle se tenait et l'avait laissé là pour que sa mère le tienne. Avec Sterling, elle avait fait quelque chose de plus calme encore. Elle avait arrêté d'expliquer ses choix, arrêté de se traduire dans une langue qu'elle pensait qu'il pourrait accepter, arrêté d'attendre à une porte qui ne s'ouvrait que de son côté. Arlon a dit qu'elle avait décrit cela comme poser quelque chose plutôt que de s'éloigner. Une distinction qui semblait petite et qui n'était pas petite du tout. L'exposition de la galerie était jeudi. Son propre travail, des pièces qu'elle avait construites sur 2 ans dans un studio loué qu'elle payait elle-même, montré dans un petit espace à Inman Park qu'une amie gérait. Aucun argent familial dans aucune partie de cela. L'annonce était partie à une liste modeste et elle ne l'avait pas envoyée à ses parents. Puis Arlon m'a dit autre chose. Solène avait demandé l'adresse de la galerie. Pas à Lassie, à lui. La demande était arrivée calmement la veille. Aucune explication attachée, aucune discussion, juste l'adresse écrite et un merci après. Arlon a dit, je ne pense pas qu'elle l'ait dit à Sterling. Je suis resté avec ça un moment, non pas parce que c'était dramatique, parce que ça ne l'était pas. Une femme qui passe des années à maintenir une structure n'annonce souvent rien quand elle commence enfin à sortir. Elle commence simplement à faire des choix qui ne nécessitent plus de permission. Arlon a dit, elle n'est pas en colère, maman. Elle a juste fini de négocier avec elle-même. Je suis resté avec ça longtemps après avoir raccroché. J'ai pensé à ce que ça coûte à une personne d'atteindre cet endroit. Non pas la rupture dramatique qui ressemble à de la force de l'extérieur, mais le travail interne calme d'arrêter la négociation qui tourne en dessous de tout depuis des années. La négociation qui dit, peut-être si je présente cela différemment, peut-être si j'attends un peu plus longtemps, peut-être si je me réduis à la taille qui correspond à l'espace qu'ils m'ont laissé. Lassie menait cette négociation depuis bien avant le dîner.
Le dîner avait simplement rendu le coup de continuer cela visible assez pour qu'elle ne puisse plus faire semblant de ne pas le voir. Je comprenais cette arithmétique particulière. J'avais fait ma propre version une fois dans les 6 semaines après la mort de Wendell quand je suis resté dans cette maison, effrayé par les documents dans son tiroir. Le moment où j'ai arrêté de négocier avec ma propre peur et que j'ai simplement ouvert le tiroir, c'était le moment où le reste est devenu possible. Lassie avait ouvert le tiroir. J'étais toujours assise avec cette pensée quand mon téléphone a sonné à nouveau. Parlons, un numéro que je reconnaissais mais auquel je ne m'attendais pas. Pas m'attendre dans ce contexte, à cette heure, dans ce chapitre des choses. Selene Smith. J'ai répondu. Sa voix était composée de la manière dont elle est composée quand la composition est portante plutôt que décorative. Elle a dit qu'elle n'appelait pas au sujet de l'acquisition. Elle a dit qu'elle n'appelait pas au sujet de Sterling. Puis elle m'a dit qu'elle avait trouvé quelque chose parmi les papiers de son défunt beau-père 3 nuits plus tôt, quelque chose qu'il avait gardé pendant 14 ans et jamais jeté. Une lettre. Pas un document commercial, pas un dossier financier. Une lettre écrite par le père de Sterling après l'un des derniers désaccords sérieux qu'ils aient jamais eus. Selene a dit qu'elle l'avait trouvé plié dans une boîte de documents successoraux et de correspondances personnelles qui avaient été stockées intactes depuis sa mort. Elle a presque mis cela de côté avec le reste. Puis elle l'a lu. La lettre ne concernait pas l'argent. Elle concernait le caractère. Selon Selene, son beau-père avait écrit qu'il était de plus en plus préoccupé par une habitude qu'il voyait se développer chez son fils. Pas une habitude commerciale, une habitude personnelle. L'habitude de décider de la valeur d'une personne avant d'apprendre qui elle était. L'habitude de traiter les gens différemment selon ce qu'il croyait qu'ils pouvaient faire pour lui. L'habitude de confondre le statut avec la substance. Selene a dit qu'il y avait des exemples tout au long de la lettre. Employés, associés commerciaux, famille, amis. Les détails étaient vieux, mais le schéma était assez familier pour qu'elle doive arrêter de lire 2 fois. Puis elle est devenue silencieuse. J'ai attendu. Finalement, elle a dit qu'il y avait une phrase qu'il avait soulignée. Je n'ai pas parlé. Elle a dit, il a écrit, un jour, tu sous-estimeras la mauvaise personne, et cela te coûtera quelque chose que l'argent ne peut pas réparer. La cuisine semblait très immobile autour de moi. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Puis Selene a dit autre chose, quelque chose qui s'est installé si parfaitement qu'il semblait moins une révélation et plus la réponse à une question qui attendait depuis des années. Elle a dit, quand il vous a parlé cette nuit-là, 13, je pensais regarder mon mari. Une pause. Après avoir lu cette lettre, j'ai réalisé que je regardais un avertissement que son père lui avait donné il y a longtemps. J'ai regardé vers le tiroir où les papiers de Wendell m'avaient une fois effrayé. Selene a pris une inspiration lente. Puis elle a dit, il y avait autre chose dans cette lettre, quelque chose que je pense que vous devriez savoir avant demain. Et pour la première fois depuis qu'elle a appelé, j'ai senti quelque chose bouger. L'acquisition a été clôturée un jeudi. Patrice a envoyé un SMS à 14h17 l'après-midi. Il disait, fait. Je l'ai lu à la table de la cuisine et j'ai posé le téléphone face vers le bas de la même manière que je l'avais posé la nuit où le premier appel est arrivé. La symétrie de cela ne m'a pas échappé. Sterling Smith opérait désormais selon des conditions que j'avais fixées, et que Patrice avait appliquées par 6 semaines de travail propre, précis et juridiquement irréprochable. L'entreprise continuerait, restructurée, stabilisée, portant de nouvelles dispositions de gouvernance qui signifiaient que la décision de conséquence suivante exigerait plus que la certitude d'un homme pour s'exécuter. Les Smiths continueraient sous quelque forme que leur mariage et leur famille négociaient actuellement entre eux. L'appel de Selene la semaine précédente m'en avait assez dit sur cette direction pour comprendre qu'elle était déjà décidée, même si elle n'était pas encore annoncée. Le matin après cet appel, elle m'avait envoyé une copie de la lettre. Je l'ai lue une fois, puis encore. C'était exactement ce qu'elle avait dit. C'était un père essayant d'avertir un fils. Pas au sujet des affaires, pas au sujet de l'argent, au sujet du caractère. Le paragraphe final est resté avec moi le plus longtemps. Son beau-père avait écrit que le succès avait convaincu Sterling qu'il pouvait juger les gens rapidement, qu'il avait commencé à confondre la position avec la valeur, qu'un jour il sous-estimerait quelqu'un dont la valeur ne pouvait pas être mesurée par les choses qu'il mesurait habituellement. La phrase que Selene avait mentionnée était soulignée 2 fois. Un jour, tu sous-estimeras la mauvaise personne, et cela te coûtera quelque chose que l'argent ne peut pas réparer. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée.
Pas parce qu'elle n'importait plus, parce qu'elle ne m'appartenait plus. La leçon dedans avait déjà terminé son travail. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je veux être précise à ce sujet parce que le triomphe est bruyant et ce que je ressentais n'était pas bruyant. C'était le calme spécifique d'une chose résolue. Le même calme qui suit n'importe quel long morceau de travail fait correctement. Quand le dernier document est déposé et que la dernière signature est en place et ce qui reste est simplement la vérité de ce qui a été construit. Je suis monté en haut et j'ai ouvert le placard. Pas la chambre d'amis avec le costume anthracite. Mon propre placard. La porte que j'ouvre chaque matin. J'ai pris la robe bleu marine de son cintre. La belle robe. Celle que j'avais portée à un dîner à Buckhead il y a 6 semaines avec la montre de Wendell à mon poignet et aucune connaissance de ce que la soirée coûterait. Je l'ai posée sur le lit et je l'ai regardée un moment. Puis je l'ai mise. Je n'ai pas porté la montre. Je l'avais portée cette nuit-là pour Wendell. Ce soir, j'allais quelque part où il aurait simplement souri doucement sans rendre cela grand. Et je n'avais pas besoin de l'y porter. Il était déjà dans tout ce que la soirée représentait. La galerie était à Inman Park, un espace étroit converti sur une rue où l'ancienne Atlanta et la nouvelle Atlanta avaient atteint un arrangement confortable. Je suis arrivé juste après 19 heures. La pièce était modeste et chaude, peut-être 40 personnes, bonne lumière, le bas son d'une conversation authentique plutôt que d'une appréciation jouée. Le travail de la scie couvrait 3 murs. Je ne l'avais pas vu auparavant et je suis resté à l'entrée un moment à prendre la pièce avant que je ne bouge. Près du centre de la pièce, j'ai repéré Solène. Elle m'a vu presque au même moment. Aucun de nous n'a traversé immédiatement. Elle a simplement fait un petit signe de tête. Pas dramatique, pas secret. Le genre de reconnaissance échangé entre deux femmes qui comprenaient que quelque chose d'important était terminé et que quelque chose d'autre avait commencé. J'ai rendu le signe de tête et j'ai continué à marcher. J'ai trouvé la peinture près du mur arrière gauche, grande, abstraite, construite en couches de gris et de bleu profond avec une qualité d'immobilité à son centre qui m'a rappelé quelque chose que je ne pouvais pas immédiatement nommer. Je suis resté devant pendant un long moment, assez longtemps pour que la pièce bouge autour de moi, et je n'ai pas bougé avec elle. J'ai pensé au mot « sans éducation ». J'ai pensé à la page 11 d'un instrument que je pouvais réciter de mémoire. J'ai pensé à une tentative de restructuration. J'avais arrêté seul à une table de cuisine sans conseil et sans titre et rien que 14 ans d'attention prudente à ce que j'avais été enseigné par un homme qui n'avait jamais suggéré une seule fois que je n'étais pas égal à tout document qu'il plaçait devant moi. J'ai pensé à 6 semaines de travail précis, calme, légalement ancré qui avait réarrangé l'architecture d'une entreprise dont le propriétaire ne connaissait pas mon nom jusqu'au moment où cela importait le plus. Sterling Smith avait cherché le mot le plus dévalorisant qu'il connaissait. Il l'avait dirigé vers une femme dans une robe bleu marine sans introduction. Il n'avait pas su, n'aurait pas pu savoir que la femme à qui il l'avait dit avait été la personne la plus importante dans l'histoire de son entreprise depuis 14 ans. Une femme est apparue à côté de moi. Elle a regardé la peinture et m'a regardé avec la curiosité facile de quelqu'un dans une pièce pleine d'étrangers. Elle a dit, « Connaissez-vous l'artiste ?» J'ai souri, le genre qui vient de quelque part profond et installé. J'ai dit, « Elle est sur le point d'être ma belle-fille. » Puis j'ai offert ma main. La femme l'a prise immédiatement, chaleureusement, naturellement, de la façon dont les gens décents font. « Je m'appelle Tress Piquet », ai-je dit.